Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre webinaire S'enrichir tout en donnant au suivant. Donc, je salue mes collègues des Sociétés Alzheimer qui sont présents aujourd'hui et tous les autres aussi qui ont eu l'intérêt d'assister à cette présentation sur le don planifié. Donc, mon nom, c'est Julie Papin. Je suis la directrice de la philanthropie à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Donc, la Fédération, c'est la porte-parole, en fait, des 20 sociétés Alzheimer qui sont présentes au Québec et dont la mission est d'offrir des services, du soutien et d'accompagner les personnes qui vivent avec soit l'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif. Et on accompagne également les proches aidants. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier le don planifié, qui est une forme de don de bienfaisance qui fait partie intégrante d'une bonne planification financière et successorale. Donc, c'est une pratique qui consiste à donner, soit de votre vivant ou au moment de votre décès, une partie des biens qui sont accumulés au cours de votre vie, en tenant compte, bien sûr, du contexte personnel, familial, fiscal. Donc, j'espère que j'ai bien compris, Fadi et André. Oui. On peut passer aux questions. Oui, c'est ça. Mais je vous laisse, j'aimerais ça vous laisser inspirer, que vous vous laissiez inspirer aujourd'hui, que vous puissiez réfléchir sur votre propre motivation à donner. Et j'aimerais ça que la présentation d'aujourd'hui vous permette de voir à quel point un don planifié est accessible, puis qui permet vraiment de faire une réelle différence pour l'organisme que vous choisirez et pour aussi les générations futures. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais vous présenter nos conférenciers d'IG Gestion de patrimoine qui ont généreusement accepté de faire cette présentation pour nous aujourd'hui. IG est un partenaire de choix pour nous puisque c'est notre commanditaire en titre de la marche pour l'Alzheimer qui aura lieu cette année le 28 mai. Et donc, c'est un partenaire avec lequel on travaille à l'année longue aussi pour différents projets. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On a André Arbeck qui est présent, qui est économiste, qui est devenu conseiller en placement et planificateur financier depuis 35 ans, dont les 5 dernières années où il s'est plus spécialisé en stratégie des dons planifiés. Et Fadi Sidaros aussi, qui est conseiller principal depuis plusieurs années chez IG Gestion privée de patrimoine. Donc, lui et son équipe se classent parmi les plus performants de l'entreprise et sa mission consiste vraiment à coacher les clients à atteindre leurs objectifs personnels et financiers en créant toujours plus de valeur ajoutée pour eux et pour leur famille. Donc, je passe la parole à André ou à Fadi et on se gardera une période de questions vers la fin si vous souhaitez. Oui. Donc, merci à vous. Bien, merci beaucoup à toute l'équipe, première des choses, à toute l'équipe de nous accueillir aujourd'hui. Pour nous, la Société d'Alzheimer, comme vous l'avez dit, c'est déjà quelque chose qu'on entend au quotidien parce qu'IG en fait beaucoup la promotion, là, comment c'est important de contribuer puis supporter cette cause-là. Donc, on est des initiés dans le domaine, on participe à la marche à chaque année également. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité d'expliquer aux gens qui sont déjà impliqués dans la société ou des futurs donateurs ou des donateurs actuels pour faire le pont entre le concept de philanthropie de don majeur, don planifié, puis la réalité du quotidien d'une personne qui voudrait le faire. Parce que souvent, ça reste quelque chose d'un peu opaque, pas opaque dans le sens où c'est pas clair, mais comment je me rends là? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est quelque chose que je peux me permettre? Comment ça va affecter ma succession? Est-ce que c'est juste pour les gens qui ont des grandes fortunes ou ça peut toucher la classe moyenne jusqu'aux gens de grandes fortunes? Donc, on va essayer de démystifier un petit peu ça. On va également aussi parler beaucoup de qu'est-ce que, en tant que gens impliqués au niveau de la Société d'Alzheimer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer ou créer la curiosité des gens à faire ce pas-là vers un don planifié. Dans le fond, ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre métier, c'est vraiment de créer ce pont-là, parce que les gens ont peut-être le désir ou auraient peut-être la curiosité, mais par où on commence dans tout ça?
Le défi que nous, on voit dans notre pratique, parce qu'en passant, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous n'êtes pas des cobayes. On ne l'essayera pas sur le prochain. On l'a essayé beaucoup avec les autres, puis ça fonctionne bien. Donc, vous pouvez vous assurer que si un jour on s'assoit avec un d'entre vous ou un donateur qui est relié à vous, mais cette personne-là peut s'assurer d'un service exemplaire parce que justement, l'objectif, c'est de servir les objectifs du client et non de la fondation et non de IG. C'est vraiment le client qui est au centre de la solution. Puis après ça, lui peut prendre, une fois qu'on a l'information entre les mains, bien, nécessairement, on peut prendre les meilleures décisions pour nous et notre famille. C'est que, on va commencer. C'est comme on a dit tantôt, s'il y a des questions en cours de route, on peut les poser dans le chat, je crois. Puis quelqu'un qui va prendre soin de m'avertir. On va garder des questions à la fin, mais si jamais il y avait une question là, qui était pertinente là, sur une slide en particulier, gênez-vous pas de m'arrêter. Je suis capable de reprendre le rythme par la suite. C'est bon? Excellent. Parfait, Lorraine. Tu peux nous avertir aussi en cours de route si jamais il y a des questions qui sont posées sur Facebook. Ne te gêne pas. Super. Donc, on commence le bal. Discuter de don de bienfaisance, c'est vraiment, pour nous, là, il n'y a pas de mauvaise cause. On n'est pas contre la vertu. Toutes les causes sont bonnes, mais c'est encore plus le fun quand on peut faire des petites stratégies fiscales à l'intérieur de ça, puis venir même bonifier notre situation financière parce qu'on a fait la bonne chose pour une bonne cause. C'est comme gagnant-gagnant pour tout le monde. Je vais vous donner aussi un petit aperçu sur notre équipe, sur IG, et également parler un petit peu des options, là, des choses qui vont peut-être résonner à vos oreilles, dire « Ah, moi, je suis dans cette situation-là, je me reconnais. » C'est un peu ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. IG, gestion de patrimoine, on a parlé qu'on était très impliqués, mais on peut s'impliquer pour organiser des marches et tout ça. On peut s'impliquer aussi parce qu'on croit à la cause. Mais une des missions qu'on fait un petit peu dans l'ombre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire de rencontrer des gens pour répandre un peu la bonne nouvelle, de dire « Hey, c'est peut-être possible pour toi, laisse-nous faire le travail d'analyse. » Puis on va peut-être sortir quelque chose d'intéressant. C'est que ça, ce travail-là, on ne le voit pas. Ce n'est pas dans les journaux, ce n'est pas dans le déploiement de gros événements. C'est du one-on-one avec des clients qu'on fait leur analyse pour trouver justement ces solutions-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas des cobayes. Ça fait plus de 90 ans, bientôt 100 ans que l'entreprise existe. On est une grande entreprise qui gère environ 2000 pratiques de conseillers comme la mienne, comme celle de notre équipe à travers le Canada. Puis, on redonne environ au-dessus de 70 millions à la collectivité, et ce, dans les 5 dernières années. C'est qu'on se considère un bon citoyen corporatif, mais on peut toujours en faire plus, puis on le fait encore aujourd'hui, pas avec l'argent, mais avec du temps. Évidemment, vous ne connaissez peut-être pas IG. Anciennement, c'était Group Investors. On n'a pas changé, on ne s'est pas fait acheter. On a juste changé notre branding pour être plus beau, plus moderne. C'est que maintenant, c'est IG Gestion de patrimoine. Et on fait partie de la grande famille de Power Corporation, pour ceux qui connaissent davantage. Donc, vous allez voir des logos que vous reconnaissez probablement. C'est des compagnies sœurs. Mais dans les faits, c'est vraiment le travail qu'on fait humain à humain qui fait la différence à la fin de la journée. Ce n'est pas la grosseur de l'entreprise. On se ramène un peu plus bas, c'est-à-dire à notre niveau, à nous, avec qui vous travaillez. Je suis conseiller principal de l'équipe Sidaro CSSC. L'équipe est constituée de 7 membres qui sont assez passionnés de service à la clientèle. Et notre but à la fin de la journée, c'est de coacher nos clients dans l'élaboration et l'atteinte de leurs objectifs financiers. Ici, on va le voir. Est-ce que ce n'est pas une finalité, le don planifié, c'est une partie, comme on disait en introduction, c'est vraiment une partie de la planification globale. C'est qu'il faut bien savoir et s'équiper d'une personne, d'un coach, d'un conseiller qui va être capable de voir son ensemble. Pas juste l'arbre qui serait le don planifié, mais toute la forêt qui est vraiment la planification comme telle. Donc, en planification financière, là, je ne vous apprendrai rien. Là, il y a un paquet de choses qu'on peut regarder. On a juste à penser à ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Ça donne le vertige à certaines personnes. Donc, les liquidités, c'est quelque chose d'important. Se préparer pour les imprévus, planifier pour des dépenses importantes. Mais si vous avez une entreprise, bien, c'est votre bébé, il faut en prendre soin, il faut s'assurer qu'on ait des liquidités. Et au final, la planification, c'est un long marathon. Hein?
c'est-à-dire on la commence dès qu'on commence à travailler, puis on la finit à notre décès, notre planification. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis on arrête. C'est quelque chose qu'il faut revisiter. Et un des gros objectifs qu'on a en planification financière, c'est d'optimiser notre retraite, c'est-à-dire je veux avoir assez d'argent pour supporter mon mode de vie à la retraite lorsque j'aurai des revenus passifs. Mais à ce moment-là aussi, je vous dirais qu'il y a d'autres questions qui vont se poser quand on rentre à la retraite ou à l'aube de la retraite. C'est, là, j'ai un patrimoine que je ne vais probablement pas tout dépenser. Je vais probablement laisser en héritage à ma succession. Une des choses qui peut être analysée dans le partage du patrimoine, on pense aux enfants, aux neveux, on pense peut-être à des gens, à des amis, mais on peut penser aussi à en faire bénéficier à travers une planification philanthropique, c'est-à-dire dire, je pourrais peut-être en laisser également parce que je crois à une cause, j'ai été impliqué à travers les années, puis je ne veux pas que ça se finisse à mon décès. Je veux travailler sur des trucs qui vont faire ensemble que je vais créer une pérennité dans ma volonté d'aider un organisme précis. Et dans ce cas-ci, ce serait la Société d'Alzheimer. C'est qu'on va voir comment un donateur peut prendre des actions au-delà de sa vie aussi. On va en parler durant la vie durant, mais on va parler aussi de comment on peut étaler ça dans le temps et même une fois qu'on aura fermé les lumières, comme on dit. Voici un petit peu qu'est-ce qu'un donateur type suppose ou a dans sa tête sans rentrer dans la vôtre. Je suis une personne impliquée depuis plusieurs années et j'aimerais en faire plus. C'est que si déjà là, ça vous sonne des oreilles, ça sonne à vos oreilles quelque chose de bien et que probablement que vous répondez à une personne qui devrait regarder ça. Ça reste possible de voir comment je peux donner plus sans augmenter mon coût réel et même créer une stratégie afin de rentabiliser mes dons pour ma succession. Le mot-clé, là, c'est ne pas sacrifier ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas toucher parce que, par exemple, si on prend quelqu'un à la retraite, il y a des revenus passifs. Ce qui est important, souvent, même quand je dis avant même de penser aux enfants, il faut s'assurer que nous, on est confortable financièrement, puis notre patrimoine va être capable de nous supporter tout le long de notre vie durant. C'est que ça, c'est le premier élément. C'est qu'un peu comme quand on est dans l'avion, là, on s'assure de mettre notre masque avant de mettre le masque de l'autre. Une fois qu'on a dit ça, je dis, bon, parfait, moi, je suis confortable financièrement, je suis à l'aise. Et après ça, je me pose la question, mes enfants, est-ce que je peux les aider de mon vivant et après mon décès? Oui, parfait. La troisième question, c'est de dire, est-ce que je pourrais aider de façon plus large la communauté dans laquelle je suis? Puis c'est là qu'on rentre dans des stratégies. Puis le dernier mot-clé, c'est rentabiliser mes dons. C'est très rare qu'on parle de dons et de rentabiliser. Souvent, les gens disent, je vais avoir un retour d'impôt, je vais avoir un crédit d'impôt. Donc, mais le crédit d'impôt ne vient pas rentabiliser nécessairement le don. C'est une table dans le dos que le gouvernement a créée justement pour stimuler la philanthropie. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, plus que le fameux pourcentage pour dons qu'on peut recevoir, que vous recevez déjà si vous faites des dons régulièrement. On peut creuser un petit peu plus en ayant des partenaires, des conseillers, pour voir comment on peut passer d'un crédit d'impôt à une rentabilité supérieure que j'avais avant de faire mon don. Donc, ça devient assez puissant comme stratégie. Chaque situation, puis là, il faut faire attention, là, je vais faire des généralités aujourd'hui. Puis si ça ne sonne pas, si ça ne vous rejoint pas, ce n'est pas parce que ça ne s'applique pas. Je dois faire des généralités parce que je ne connais pas chaque situation. Mais dites-vous là, que ça commence, on l'a dit en introduction encore, ça commence par une bonne planification financière en regardant l'ensemble des besoins de la personne avec qui on parle. Puis, de faire l'exercice complet va souvent relever plusieurs autres opportunités pour venir supporter justement ce désir de faire un don-là. C'est que si ça ne s'applique pas à vous, ce n'est pas parce que ce n'est pas bon pour vous, c'est juste que ça ne s'applique tout simplement pas. D'autres stratégies vont s'appliquer. Donc, je n'aurai pas le temps de couvrir toutes les stratégies, mais on va en couvrir quelques-unes qui vont vraiment probablement sonner bien à vos oreilles. Donc, pensez pour le long terme. En tant que planificateur puis conseiller, on dit souvent aux clients,
sur le long terme, pense sur le long terme. Quand les marchés boursiers baissent, on dit pense sur le long terme. C'est souvent, on frappe sur le clou régulièrement. Mais la philanthropie puis le don planifié, c'est encore pense sur le long terme. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un fast-food. C'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Parce que ça aussi, là, ça peut être un empêcheur d'avancer pour certains. Si vous avez la perception que c'est compliqué, vous allez avoir tendance à dire je veux-tu rentrer vraiment là-dedans? Je veux-tu me casser la tête? Ça va bien, là. Je fais mes dons à toutes les années. Je me sens bien là-dedans. Pourquoi me compliquer la vie? Il va peut-être falloir que j'ouvre mon testament. Il va peut-être falloir que j'en parle à mes enfants. Moi, je peux vous assurer là, que toutes les expériences qu'on a eues, le travail n'est pas entre vos mains, le travail est entre les mains du conseiller. Tout ce que vous avez à faire avec le conseiller, c'est d'avoir des bonnes conversations humaines avec lui, où lui va vraiment vous poser des questions pour vous dire, regarde, vraiment vous comprendre, puis lui va faire le travail d'analyse. Vous, ce que vous avez à faire comme travail, c'est de partager vos besoins, vos préoccupations, vos volontés. Puis, il y a des questions clés qu'on pose là, que je vous dirais qui font penser les gens à des choses qu'ils n'auraient même pas pensé à ce moment-là. Et à la fin de la journée, c'est le conseiller qui fait un travail, puis vous arrive avec le résultat qui va vous permettre de prendre, dans le fond, vous donne les clés décisionnelles, de dire oui, je vais aller de l'avant pour un don planifié. Oui, ça fait du sens de donner ce montant-là parce que quand je regarde l'ensemble de la ligne de vie de mon plan financier, ça sonne bien, puis c'est en lien, puis ça ne pénalise pas ma succession, puis je ne manquerai pas d'argent durant mon vivant et je vais pouvoir aider pendant beaucoup plus longtemps. C'est qu'encore une fois, c'est une question de curiosité, c'est une question de volonté. Le reste, la mathématique, la façon qu'on fait les choses, je vous dirais que ça, c'est notre passion, c'est ce qu'on fait dans la vie. Comme un chirurgien, pour vous, si demain matin, je vous dis, on va vous présenter une chirurgie, vous allez dire, wow, là, ça dépasse. Mais nous, on en fait tous les jours, comme un chirurgien peut faire 4, 5 chirurgies par jour. C'est quelque chose qu'on est passionné et qu'on fait avec une certaine aisance. Augmenter l'efficacité fiscale. Des fois, donner, ça vaut plus que pas donner. Okay? Puis là, je ne vais pas parler d'une cause, parce que, comme on a dit, toutes les causes sont bonnes. Disons que moi-même, je dis, là, les causes, ça ne m'intéresse pas, pour X raisons. OK? Ben, ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas donner au niveau, parce que si je pense juste à la mathématique, souvent la mathématique va te donner tort, dans le sens où dire, si tu pouvais donner sans pénaliser, ça serait un win-win. C'est vraiment ça que nous, on essaye de faire pour permettre justement aux gens de prendre des bonnes décisions. Puis il y a une belle citation de Churchill ici, qui est assez intéressante, là. Nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous lui donnons un sens avec ce que nous donnons. C'est qu'on reçoit beaucoup au cours d'une vie. On reçoit énormément de nos parents, de nos collègues, de nos enfants, de la société qu'on est chanceux de vivre dedans, parce qu'on doit l'admettre quand on regarde ce qui se passe dans le monde. On est chanceux d'être dans le pays qu'on est aujourd'hui. Donc, on peut se permettre de planifier sur le long terme parce qu'on vit dans une société où justement il y a une certaine générosité et on peut continuer à la partager. Je vais vous parler des 3 gagnants. Okay, dans ce concept-là, parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui sont sur la ligne, je crois, qui sont des gens très actifs au niveau de la Société d'Alzheimer. Vous êtes peut-être sur un conseil d'administration, vous êtes peut-être un bénévole, vous êtes peut-être un donateur régulier. Je vais vous expliquer, ça rejoint qui? Première des choses, le concept, là, c'est win-win-win, c'est-à-dire gagnant, gagnant, gagnant. Pour le donateur, qu'est-ce que ça lui apporte demain matin de faire une planification? Un, ça vient répondre à sa volonté de donner, première des choses. Deuxième des choses, ça lui permet de quantifier ce qu'il peut donner. Parce que souvent, ce qui arrive dans les dons, puis je le vis moi-même personnellement, des fois, je donne un peu comme je te pousse. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se présente, puis il dit, un de mes amis, il dit, hey, Fadi, je fais le vélo pour tel organisme, ou je fais telle marche pour tel organisme, je monte une montagne, je m'en vais à un souper bénéfice, tu viendrais-tu avec moi? Fait que je suis très dans j'appelle le fast-food du don, c'est-à-dire que je distribue, je veux aider, je trouve que quand quelqu'un s'implique, bien,
La moindre des choses, pour moi, c'est de donner, parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui s'implique. Donc, s'il prend la peine de me solliciter, si j'ai les moyens, je vais donner. Il y a des causes que je donne régulièrement. Il y a des causes que je vais donner une fois sur 10 ans parce que l'opportunité s'est passée. Mais dans les faits, je suis un peu pêle-mêle dans mes dons. OK? Peut-être que ça répond aussi à certains donateurs que vous pouvez identifier ça. Ils sont très généreux, mais pas très organisés leurs affaires. Là. OK? Puis des fois, je vous dirais, ils donnent la mauvaise affaire. Parce qu'on veut tous donner de l'argent. Hein? On veut tous donner de l'argent, mais il y a une façon de donner l'argent. Tous les dollars ne sont pas égaux. C'est-à-dire, je pourrais donner un don de 1 000 qui m'en coûte 1 400 pour le donner, ou je pourrais donner un don de 1 000 qui m'en a coûté juste 700 ou même 0 $. C'est que le donateur, qu'est-ce que ça lui permet? Ça lui permet de réduire ses impôts et se donner la satisfaction qu'il a fait quelque chose de bien. Il a fait quelque chose, il a augmenté ses dons parce que ça faisait du sens financier pour lui, puis il veut supporter. Donc, c'est vraiment au niveau de la mathématique qu'au niveau de l'argent, comment le faire puis comment le bien faire, puis la satisfaction humaine de faire la bonne chose aussi. C'est que ça, pour le donateur, c'est assez clair pour nous, puis c'est vraiment sur lui qu'on se concentre. Ce n'est pas sur la fondation, puis ce n'est pas sur la succession. Okay? Mais on va voir comment ça a un impact sur les autres après. Fait que le donateur décide de faire une planification stratégique, il monte son plan successoral, il regarde c'est quoi ses impôts, il travaille avec son conseiller, il s'aperçoit qu'il pourrait donner 100 000 à son décès, puis peut-être 10 000 par année d'ici les 10 prochaines années. Ça fait un total de 200 000. Cette personne-là peut-être donnait déjà 10 000 peut-être elle donnait déjà 5 000 par année. Elle aurait vécu encore 10 ans, elle aurait donné 50 000. Nous, on a travaillé avec elle, puis elle a pu donner 200 000 Mais qu'est-ce que ça a eu comme impact? On l'a dit déjà, on le met de côté. Le donateur le fait parce que c'était rentable pour lui, puis il avait une volonté de le faire. C'est que lui a été déjà gagnant. Lui, il a passé go, il a réclamé son 200 comme au Monopoly. Il est content, il est heureux, il va de l'avant. Pour la fondation, c'est indéniable que les fondations, ils ont des besoins illimités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que les besoins dans la Société d'Alzheimer, ça prend des millions, voire des milliards de dollars arriver à bout d'une cause comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens à supporter qui sont dans cette situation-là. Il y a beaucoup de familles à supporter et il y a la recherche également à supporter. Donc, les besoins de liquidité, les besoins de rassembler des fonds, on le sait, vous êtes initiés, elles sont énormes et les défis sont énormes. Et pas juste ça, c'est qu'on est en compétition, le dollar est en compétition avec beaucoup d'autres fondations et beaucoup d'autres dépenses. Est-ce que je donne, je vais en vacances? Est-ce que je donne à l'Alzheimer ou je donne au cancer? Est-ce que je donne ci, je donne ça? Il y a comme une conspiration globale contre ce même dollar que tout le monde aimerait avoir, incluant les vacances ou une dépense discrétionnaire que quelqu'un pourrait faire. C'est que pour la fondation, c'est de se mettre en retrait puis se dire, je fais des soupers bénéfices, je fais des marches, j'organise des événements caritatifs, je fais des encans, je sollicite mes donateurs avec des centres d'appel pour les aider. Donc, je mets énormément d'énergie pour aller chercher ce dollar-là parce qu'il est important. Mais maintenant, ce que moi, je propose ici, c'est de dire, on va s'ouvrir une aile de conseil. Parce que cette aile de conseil-là, de planification de dons majeurs, dons planifiés, elle est, c'est du one-on-one que j'appelle. Ce n'est pas à grand déploiement. On ne fera pas du bruit avec ça, mais on va réussir à aller augmenter nos dons de façon exponentielle parce qu'il y a une chose que vous avez qui a beaucoup de valeur, c'est des donateurs. Ces donateurs-là, on n'a pas besoin de les convaincre que la Société d'Alzheimer, c'est une bonne cause. On n'a pas besoin de les convaincre, ils donnent déjà. Okay? On n'a pas besoin de les convaincre que c'est important. Ils le savent, ils l'ont vécu à travers la famille, ils le savent parce que tout le monde connaît quelqu'un à qui c'est déjà arrivé. Ils sont déjà sensibilisés. Mais aujourd'hui, ils vous donnent un peu l'exemple de tantôt. Le donateur donne 5 000 par année.
Et il est très fier de son 5 000 $ et vous êtes très fier aussi qu'il vous donne le 5 000 $. Donc, vous restez à ce stade-là de fierté, de dire « Hey, merci, hey, ça me fait plaisir, je suis tellement content d'avoir donné, on est tellement content de l'avoir reçu. » Mais ça reste qu'il manque à un moment donné d'arguments pour dire « Pourrais-tu me donner le double? » Oh, le double. Le double dans tout, ça paraît quand même assez important, hein, le double dans tout. C'est que là, le double. Comment je peux demander à un donateur qui est déjà loyal, généreux, donne-moi donc le double sans avoir d'autres arguments, sans lui dire viens au prochain événement, sans lui dire. Parce qu'on ne veut pas arrêter de faire ce qu'on fait déjà. On veut rajouter de la valeur. Puis là, c'est de la réelle valeur ajoutée. C'est que pour la Fondation, elle, son défi, c'est de dire est-ce que je peux développer un processus où je pourrais identifier des donateurs potentiels? Parce que vous, au niveau de chaque, je ne sais pas si on peut appeler ça des chapitres, pour chaque région, vous êtes proche de la communauté. Vous savez qui est prêt à vous écouter, à avoir une oreille tendue. Fait que pour la Fondation, on réussit à augmenter, doubler, tripler, voire quadrupler. Puis je ne peux même pas mettre de limite parce qu'il n'y a pas assez de chiffres. OK? Ce qu'un donateur pouvait faire, puis ce qu'un donateur a les moyens de faire. Il veut faire ça, on va lui donner les moyens de faire plus. C'est vraiment une belle façon, d'amener de la valeur auprès des donateurs. Parce que vous dites, OK, la Fondation ne fait pas juste me demander de l'argent. La Fondation m'incite à rentrer dans un processus qui va me permettre à mieux comprendre ma situation et à prendre des meilleures décisions pour moi, ma famille, ma succession, puis ma volonté de donner. C'est que là, c'est plus juste on vous demande, c'est on vous aide également à le faire. Puis en plus, mais évidemment, excusez l'anglicisme, bottom line, l'objectif, on sait c'est quoi? C'est de collecter, c'est de rassembler plus de fonds pour en faire plus pour l'organisme. C'est que la Fondation est 100% gagnante. Puis on va voir après ça, on passe à l'autre cercle. C'est quoi l'autre cercle? C'est ceux qui n'étaient pas dans la situation puis vont vivre avec le résultat de ce qu'on va avoir fait avec les deux premiers. C'est-à-dire, on se met à la place de la succession. La succession, elle, souvent, n'est pas toujours au courant de ce qu'il y a dans les comptes des parents ou leur situation financière exactement. Les parents ont pris leur décision, ils ont fait un testament. Puis quand on demande aux gens, est-ce que tu as déjà fait une planification successorale? Il y a deux réponses. Oui ou non. Ou je ne sais pas, excusez. Hein? Et le je ne sais pas aussi de quoi tu me parles. Le oui, faites attention. Quand quelqu'un vous dit oui, il faut poser une deuxième question. Moi, souvent, je dis, est-ce que je pourrais l'avoir? Ah. Mais là, je ne sais pas de quoi tu me parles d'abord. Tu veux voir mon testament? Non, pas exactement. Je ne veux pas voir ton testament tout de suite. Je voudrais voir ta planification successorale. C'est là que tout le monde tombe dans le non. OK? Ah, finalement, je ne l'ai pas. Finalement, je ne l'ai pas. C'est très rare. OK? Ça m'est. C'est difficile à croire, mais ça m'est presque jamais arrivé où un client ou un donateur me dit regarde ma planification successorale. Puis là, c'est tout quantifié. Moi, je sais à quoi ça ressemble. OK, si je vous demande à vous demain matin combien d'impôts votre succession va payer à votre décès, c'est le vide total dans les yeux. Puis ça, on parle de gens qui peuvent avoir plusieurs millions, comme des gens qui peuvent avoir plusieurs centaines de milliers. C'est que les gens ont une mauvaise compréhension de ce que c'est une planification successorale. Ce n'est pas un testament. Ce n'est pas, à qui tu vas donner ton chalet puis à qui tu vas donner tes REER. C'est un peu tout ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est que la planification successorale, vous pourrez prendre presque pour acquis qu'elle n'est pas faite. Et on ne peut pas faire de dons planifiés, dons majeurs, sans faire une planification successorale. On peut le faire, mais on risque de se tromper. On risque de se tromper, puis faire un petit peu comme on fait présentement, dire ah va comme je te pousse, je donne ici, puis je vais en donner un à mon décès. Mais ça risque de coûter cher à votre succession, ça risque de coûter cher aussi, ou vous risquez d'en faire moins que vous auriez pu faire aussi. Fait qu'au niveau de la succession, nous, notre objectif, là, c'est de venir la bonifier. C'est un peu prétentieux de dire, regarde, on va s'arranger pour que vous donnez davantage et que votre succession soit enrichie. OK? Mais je vais être honnête avec vous,
il y a 2 scénarios. Il y a 3 scénarios possibles. Le meilleur scénario qu'on voit, puis ça arrive, je vous dirais, la plupart du temps, on réussit à bonifier la succession. C'est-à-dire, ils devaient recevoir 2 millions de dollars au décès des parents après avoir payé les impôts. Finalement, ils reçoivent 2 200 000. Puis le client a donné 200 000. Je vous donne un exemple comme ça. Il y a le deuxième scénario, c'est qu'ils devaient recevoir 2 millions, ils ont donné 200 000. Finalement, la succession reçoit 2 millions. Pas si pire. J'ai donné 200 000, ma succession reçoit exactement le même montant. C'est que je n'ai pas fait mal à personne. Le troisième scénario, qu'on évite le plus possible, mais des fois, ça peut arriver, puis là, ça devient la décision du donateur. Je dis, tu devais donner 2 millions. Finalement, en donnant 200 000, tu vas donner 1,9 million. Donc, tu vas sacrifier 100 000, mais tu vas avoir donné 200 000. Après ça, il y a certains donateurs qui vont aller de l'avant pareil parce qu'ils se disent, mon 200 000 que je donne aux organismes ou à mon organisme préféré a beaucoup plus d'impact que le 100 000 de moins que mes enfants vont recevoir. C'est que ça reste vraiment la décision du donateur parce qu'on ne fait pas tout pour s'enrichir dans la vie. Si ça peut aider, tant mieux, mais ce n'est pas nécessairement une finalité en soi. Parce que sinon, vous ne feriez pas des dons au quotidien. Ça, en gros, c'est les 3 grands. Donc, quand les parents présentent leur planification successorale à leurs enfants, pour ceux qui sont intéressés, ils vont dire, regardez, on a pris des décisions. Parce que ça aussi, c'est important. Souvent, j'incite les gens à dire, partagez vos décisions. Pourquoi? Parce que si vous faites de l'éducation aussi en même temps auprès de vos enfants, puis c'est ça la pérennité de l'implication sociale. Ce n'est pas juste dire, moi, je faisais des dons dans l'ombre, puis je n'en parlais pas à personne. Non, au contraire. Tu en parles avec tes enfants, tu dis, écoute, on a fait notre planification successorale, on a regardé nos choses, on sentait qu'on était rendu là. Vous savez que je supporte la Société d'Alzheimer. Puis après faire une analyse, on a décidé de donner. On a décidé de donner tel montant. Puis je veux juste vous avertir, avec le travail qu'on a fait avec les planificateurs, ça ne vous affectera pas vraiment au niveau de la succession. Puis, je vous inciterai également à faire la même chose à votre tour, de faire ce que moi j'ai fait, parce que vous voyez, moi j'ai fait le travail, j'ai pu donner, puis je ne vous ai pas pénalisé. Maintenant, si vous pouviez faire la même chose, bien, ça nous permettrait encore une fois de passer au suivant, ainsi de suite. C'est toute une philosophie. Tu sais. Oui, on travaille dans la mathématique, mais à la fin de la journée, on travaille des êtres humains. On n'est pas des robots, puis on ne travaille pas avec des robots, puis on crée de la valeur à travers ça. C'est vraiment les 3 points que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vois que le temps file quand même. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur le chat. Sinon, je vais continuer. On n'a pas de questions pour l'instant. Si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main. Ah, Julie, ouais, comme Julie le fait actuellement. Moi, je donne l'exemple. Fadi, justement, et André, vraiment dans votre travail, quand vous avez à rencontrer, par exemple, un client, c'est sûr que là, vous allez travailler un peu sur sa planification financière ou sur ses REER, ou etc., ou sur ses placements différents. Et vous posez la question directement à la personne si un don planifié peut l'intéresser ou… Je vous dirais qu'on est quand même des conseillers qui le font à toutes les fois, mais c'est très rare dans l'industrie. Okay? C'est-à-dire que la réalité est qu'il y a 2 choses aussi qui se passent dans cette situation-là. Un, il y a des conseillers qui posent la question. Puis une fois que le client dit oui, j'ai l'intention d'en faire, il va écrire ah, c'est bien, c'est bien, c'est quelque chose de bien à faire. Presque ça. Ça s'arrête presque là. D'autres vont dire ben ah, c'est bien, si vous voulez que je regarde c'est quoi votre crédit d'impôt que vous allez recevoir en faisant un don. Donc, ils vont voir l'arbre, ils ne verront pas la forêt. C'est que là, ils vont dire ah, ben, dis-moi si je donnais un peu plus, combien ça me donnerait. C'est qu'encore une fois, c'est sur une action unique. OK? Je veux donner 10 000, je le prends où? Je le prends-tu dans mon compte non enregistré? Je le prends-tu dans mes REER? C'est que c'est encore une fois, oui, c'est planifié, mais c'est planifié, excusez l'anglicisme, c'est un one-shot deal. C'est pas ça qu'on fait, nous. Nous, on va être capable de planifier ces dons à partir de maintenant pour le futur et après qu'ils ne soient plus là.
Okay, la personne ne soit plus là. C'est que dans l'industrie, il y a des gens qui ne posent pas du tout la question, mais nous, ce qu'on fait, c'est à chaque rencontre, on appelle ça objectifs et préoccupations. Et les objectifs et préoccupations, une question noir sur blanc qui est posée, c'est êtes-vous intéressé à faire un don majeur et planifié? Et si la personne répond non, on n'arrête pas là. OK? Parce qu'il y a des gens qui disent aussi, un peu comme la succession, comme les enfants, ils prendront ce qui reste. OK? C'est que ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup avec la succession, ils prendront ce qui reste. On leur a payé les études, on a payé ça, ils vont en avoir en masse. Moi, si quelqu'un me répond non, je n'ai pas l'intention de faire un don planifié ou don majeur, je lui retourne la question en disant, si jamais, en faisant votre analyse, monsieur le client, on trouvait une opportunité fiscale qui, pour vous, serait intéressante en faisant un don. C'est que là, le client fait comme, là, ça change. Là, tu me dis, tu veux m'enlever de l'argent? Puis là, la question, c'est plus, si ça te favorisait dans ta planification financière de faire un don, est-ce que tu serais ouvert? Est-ce que tu me donnerais le mandat de le regarder sérieusement? Il n'y a personne qui dit non. Il n'y a personne qui dit non. Donc, il y a toujours un intérêt, mais c'est que ce que je comprends, c'est que les gens ne connaissent pas les avantages de faire un don planifié. Puis les gens sont vraiment focusés, en fait, c'est comment moi je vais bien vivre ma retraite. C'est surtout ça. Exactement. Puis je rajouterais à ce que vous dites, c'est que c'est surtout ça, puis c'est l'accompagnement qui n'est pas là. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la faute du client ou du donateur, parce que le donateur, il connaît ce qu'il connaît. Puis il n'y a personne qui se lève le matin et dit hey, moi, je vais devenir un spécialiste en don majeur, don planifié. Okay? Il n'y a personne qui essaye. J'ai juste une personne que je connais, il s'appelle André Arbeck. Okay? Le reste, ce n'est pas le cas, okay? Qui est mon collègue. Par contre, de l'autre côté, on a une grande faute dans l'industrie, c'est qu'on ne fait pas le travail avec le client. C'est-à-dire la plupart des conseillers ne sont pas équipés, n'ont pas la formation, on n'est pas devenu ce que nous, on est devenu du jour au lendemain. C'est qu'il y a un gap, il y a un espace vide dans l'industrie qui ne font pas leur travail, puis ils reviennent toujours à la même chose. Planifier les REER, planifier les placements et tout ça. Aujourd'hui, vous savez, nous, on se positionne auprès de notre clientèle comme des créateurs de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des placements, oui, on les fait, mais ce n'est plus là qu'il y a la valeur. La valeur est d'amener des idées au client que lui n'avait pas pensé par le passé. C'est de stimuler des idées. Puis c'est là qu'on fait toute la différence. Fait que, oui, absolument, on pose la question. C'est une longue réponse, mais oui, on pose la question. Merci. On n'accepte pas un non. On va un petit peu plus loin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer pour encore, j'en ai à peu près pour 5 minutes encore, parce qu'on a plusieurs études de cas, mais je vous dirais que les études de cas, ça devient lourd aussi, parce qu'il y a beaucoup de mathématiques, mais on en fera peut-être une à la fin, la préférée d'André, qui va pouvoir nous en faire la présentation. Mais juste avant, là, il y a des concepts assez simples, puis je vous dirais que ces 5 concepts-là, encore une fois, c'est comme un arbre. Chacun est un arbre. C'est qu'il faut faire attention de ne pas dire « Ah, ben moi, je n'ai pas de police d'assurance. Ah, ben moi, je n'ai pas d'action en bourse. Ah, moi, j'ai pas. » Il ne faut pas se trouver une raison pourquoi pas le faire. Il faut juste dire « Regarde, c'est la planification qui va nous dire si un de ces 5-là serait intéressant. » Mais juste pour vous en faire le résumé, dans le fond, vos options en planification de dons, je peux faire un don de bienfaisance tout simplement en prenant de l'argent dans mes poches, puis le donner simplement. Je peux donner des actions ou des valeurs cotées en bourse. Ça, c'est intéressant parce que je vais juste vous dire, je parlais avec une cliente qui est cliente avec nous régulièrement, puis mon Dieu, on l'éduque, puis à chaque année, je suis obligé de lui répéter. Je m'assois avec elle, je dis, puis Monique, quel don tu as fait cette année? Parce que je le sais, on a planifié, mais si je ne pose pas la question, elle est très généreuse. Ah, ben j'ai donné 5 000 là, j'ai donné 3 000 là, j'ai donné 2 000 là, j'ai donné 10 000 là. Je dis, Monique, comment ça que tu ne m'as pas appelé? Ah, ben là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, non. Je suis allé à l'opéra, puis là, mon ami a supporté telle cause. Je dis, parfait. Monique, les dons que tu as donnés, ils t'ont coûté 25 % de plus. Je dis, tu aurais pu donner 25 % de plus,
puis ça t'aurait coûté la même chose. Je ne veux pas t'enlever ce que tu as donné, mais je veux que tu le donnes plus intelligemment. C'est que là, à chaque année, on en fait un petit peu moins sans m'en parler. Elle se fait toujours un petit peu, elle me bypass des fois, mais c'est correct, ça fait partie du processus de planification. Fait que, juste vous donner un exemple, donner des actions. Je vous donne un exemple, vous avez acheté des actions de la TD, la banque TD, votre conseiller vous avez fait acheter ça il y a 25 ans. Puis ça a pris 400-500 de croissance. Vous avez acheté ça à 5 $, puis c'est rendu 50 $. OK? Mais si vous vendez vos actions pour donner, disons, 5 000 $, vous allez devoir payer votre gain en capital sur votre don que vous avez fait. C'est-à-dire qu'il va falloir payer, il va falloir donner au gouvernement et donner à la Société d'Alzheimer, c'est qu'il va en rester beaucoup moins. Tandis que la Société d'Alzheimer prendrait volontiers votre don en nature, c'est-à-dire votre don en bien, en donnant une partie de vos actions qui vous évite de payer de l'impôt sur votre gain capital et qui vous permet d'en donner plus pour le même prix. OK? C'est pas obligé d'en donner moins. Je pourrais donner le même montant que ça m'aurait coûté initialement, mais je vais juste en donner davantage. Fait que ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des assurances-vie dans leur passé, qui sont des fois déjà payés, déjà qui sont là. On peut faire aussi une planification où c'est intéressant de prendre une nouvelle assurance-vie pour la succession. Puis en faisant une planification qui inclut l'assurance-vie, mais on permet de bonifier la succession tout en donnant un gros montant à l'organisme. Maintenant, un don de police, d'assurance, c'est assez complexe. Ça peut être très simple, mais ça peut être assez complexe parce qu'on pourrait donner une police d'assurance de notre vivant. Je dis, ben, je ne suis pas mort encore, je ne vais pas donner ma police. Non, non. Je dis, tu pourrais donner une police d'assurance de ton vivant, comme tu pourrais donner le fruit de ta police d'assurance, c'est-à-dire les prestations de décès, à ton décès à un organisme. Encore une fois, ça fait partie d'une planification stratégique. Je pourrais donner, par exemple, mon minimum, le 4e, c'est faire le don d'un régime enregistré. On sait que, par exemple, si vous décédez puis vous donnez vos REER à vos enfants, ils vont être taxés, souvent, ils vont être taxés près de 50 % sur la valeur globale. Je pourrais donner une partie de mon régime pour qu'il soit justement encore moins amputé et qu'il soit bonifié pour l'organisme. Et au final, puis il y en a d'autres stratégies, on ne peut pas toutes les lister, mais au final, je pourrais aller jusqu'à établir une fondation privée. Puis là, les gens vont dire, ben mon Dieu, une fondation privée, là, je ne suis pas Rockefeller, moi, là. Je suis Fadi qui reste à Laval puis qui gagne sa vie. Mais une fondation privée, ça ne coûte rien, c'est super simple à créer, puis ça vous permet de faire de la planification fiscale parce que vous générez vos propres reçus. Vous pouvez le faire avec une banque, vous pouvez le faire avec une compagnie de gestion privée comme nous, une compagnie de gestion de patrimoine. Et ça vous permet d'avoir votre propre fondation. Et ça permet aussi de promouvoir ce qui est important pour vous auprès de vos enfants, auprès de vos amis et tout. C'est qu'encore une fois, je ne peux pas rentrer parce que ça prendrait presque 1 heure pour faire chacun, mais en gros, rappelez-vous, il faut regarder la forêt au complet pour faire une bonne stratégie. Rappelez-vous toujours que c'est une approche familiale. Okay? La décision de donner un don, elle n'est pas financière à la base, elle est humaine. Le fait que quelqu'un va donner davantage que moins, c'est la seule différence, c'est qu'on va lui avoir donné les munitions ou les stratégies qui puissent en faire plus que qu'est-ce qu'il pensait qu'il était capable de faire. C'est qu'on lui donne les informations pour lui permettre à la personne de prendre les meilleures décisions. C'est que c'est ça notre travail. Éclairer, dépoussiérer ce fameux concept de don majeur, don planifié, puis de le ramener au plus petit dénominateur commun, qui est à dire la personne, le donateur lui-même. Qu'est-ce que je peux faire? À quelle hauteur je suis capable de le faire? Puis ça va être quoi l'impact aujourd'hui et futur pour moi, ma famille, ma succession? En gros, c'est ça le travail de planification. Puis comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer juste avant que je rentre dans les questions, comment ça fonctionne lorsqu'on rencontre un client. Parce que ça aussi, là, ça peut être intimidant.
Là, Fadi m'a parlé de plein de choses qui ont l'air un peu compliquées. Je m'embarque dans quelque chose de complexe. C'est très simple. Hein? Pour l'avoir fait encore une fois hier, on s'assoit avec la personne, on parle de ses objectifs, de ses préoccupations, on lui pose des questions sur c'est quoi justement ses objectifs, qu'est-ce qui le préoccupe, où il s'en va avec tout ça, est-ce qu'il fait des dons aujourd'hui, si oui, combien, on va faire ce qu'on appelle un inventaire financier, on veut capter un maximum d'informations pour prendre le knowledge, les connaissances du client plus les nôtres, les fusionner ensemble puis créer un plan stratégique avec ça. Une fois que nous, on a toute l'information puis on comprend l'humain derrière la finance, nous, on a assez d'outils pour rentrer dans notre laboratoire, faire nos calculs savants, faire la planification, rendre le message compréhensible pour tout le monde, présenter ça au client, dire voici, si tu fais ça, 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 ça donne ça. Si tu fais ça, 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 ça donne ça. Et c'est très noir sur blanc, c'est très simple, très imagé aussi. Puis on a la prétention d'expliquer quand même les choses simplement. Et une fois qu'on a livré l'analyse successorale, une fois qu'on a livré le plan financier, parce qu'évidemment, on ne parle pas juste de dons majeurs, dons planifiés, on va parler de sa fiscalité durant son année, on va parler de la façon qu'il plaçait son argent, on va parler d'un paquet de trucs. Puis à la fin de la journée, le client est au moins en mesure de prendre des décisions. Questions de votre côté? Ou c'est encore le sujet? Je vous invite à poser vos questions. Ne soyez pas timides. Oui. Fadi, justement, nous, évidemment, on essaie toujours de sensibiliser les gens parce que notre but, évidemment, c'est d'aller chercher les gens et de miser sur le don planifié. Pour mieux comprendre un peu la réalité du donateur exactement, lui, il peut aussi soit avoir recours au service d'un conseiller financier ou d'un notaire. Un notaire peut faire exactement les mêmes calculs pour la personne au niveau du testament. Je vous dirais qu'un notaire fiscaliste il faut rajouter la notion de fiscaliste parce que souvent le notaire lui-même a plus une notion au niveau de la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon de faire, c'est quoi l'impact au niveau de la loi, tandis que le notaire fiscaliste, lui, va comprendre la loi de l'impôt. Ce que le notaire ne connaît pas nécessairement la loi de l'impôt. Et aussi, tout l'aspect comptabilité, parce que dans les faits, la comptabilité, c'est un gros morceau dans le travail qu'on fait. Là. Maintenant, ça aussi, il faut faire attention. Quand je disais que dans l'industrie, il y a un décalage, c'est que très rare, vous allez rencontrer des fiscalistes ou des comptables ou des notaires qui font ce genre de travail-là. Il faut comprendre là, que 90% des notaires vont faire des transactions pour les maisons, vont faire des testaments, voyons, je cherche les... Lorsqu'on tombe malade, puis on peut plus, j'ai un blanc. Là. Les mandats. Les mandats d'inaptitude. Les mandats d'inaptitude, oui. Exactement, mandat d'inaptitude. Donc, c'est beaucoup relié par rapport à la loi, puis qu'est-ce que tu as le droit de faire et tout ça. Donc, c'est rarement relié à la planification financière. Il y a les planificateurs financiers aussi, indépendants, qui peuvent faire le travail. Il y a des conseillers financiers qui sont bien équipés pour le faire. C'est sûr que nous, on prêche pour notre paroisse, dans le sens où nous, on sait qu'on fait un bon travail, mais même, je vous dirais, chez IG, ce n'est pas tous les conseillers que vous devrez vous... C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis associé au groupe Investor chez IG que je dirais que tous mes collègues sont habilités à le faire. Il y a, comme je vous ai dit, un très petit pourcentage des gens qui sont habilités à le faire. La preuve, c'est que sinon, les gens le feraient systématiquement. La fameuse question, as-tu une analyse successorale? La plupart de la réponse à la fin de la journée, c'est non. Donc, s'il y avait beaucoup de gens qui en avaient les capacités, on aurait beaucoup plus qui serait fait. Bien, je trouve ça très intéressant d'apprendre ça parce que, bon, moi, j'aime bien mon conseiller financier, là, mais effectivement, il ne m'a jamais parlé de ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la planification successorale. Ce n'est pas dans son jargon. Mais je trouve ça intéressant que non plus les notaires ne vont pas nécessairement sensibiliser les gens à cette pratique-là. Donc, vous savez, l'être humain, incluant moi, on est des êtres paresseux. Puis c'est pas méchant ce que je dis. On connaît ce qu'on connaît,
Puis à la fin de la journée, si on est bon dans quelque chose, on a souvent tendance à exploiter ce talent-là de façon continue puis d'améliorer. C'est que si quelqu'un n'a pas décidé de façon volontaire de développer cette expertise-là, les chances qu'il, demain matin, il se réveille puis lui aussi se dire « je vais devenir un spécialiste », ça arrive, ça nous est arrivé à nous, mais l'illumination est rarement là. Bon, on n'a pas de questions, semble-t-il. Parfait, excellent. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a quand même fait je ne sais pas si ça vous convient, est-ce qu'on a fait le tour? Au moins, on a créé peut-être certains intérêts. La meilleure chose à faire, c'est, puis je lancerai un message parce qu'on l'a fait par le passé avec d'autres organismes, puis ça a bien fonctionné. Ça vous prend 2-3 personnes peut-être dans chaque région qui comprend ou qui veut comprendre un peu plus, est un peu plus curieux, de faire l'exercice pour lui, de faire l'exercice aussi avec certains donateurs que vous avez une certaine amitié. Vous dire, écoute, j'ai assisté à une conférence sur le don majeur, don planifié, ça semble super intéressant. Quand j'écoutais, je pensais souvent à toi, ça me sonnait des cloches. Je dis, d'après moi, Robert, tu serais gagnant de le faire. Puis, c'est de créer cet intérêt-là puis cette curiosité-là, en identifier peut-être 2-3 personnes dans la région. Ça peut être vous-même aussi personnellement, dire, regarde, avant de faire sauter les gens dans la piscine, je vais sauter moi-même pour leur dire qu'elle n'est pas trop froide, l'eau. Puis, à la fin de la journée, c'est comme ça que ça va faire boule de neige. Comme je vous ai dit, c'est une intervention chirurgicale. Ce n'est pas une intervention de masse, comme un gros événement comme la marche pour la Société d'Alzheimer. Ça, c'est à grand déploiement, ça prend beaucoup d'énergie. Ça, c'est du chirurgical. On va chercher une personne, on la rend curieuse. On va en chercher un autre, on la rend curieuse. Mais ça ramasse beaucoup de sous, par contre. On parle de millions qu'on a créés l'année passée. Exactement. Donc, Fadi et André, si jamais on avait au sein des sociétés Alzheimer des besoins, par exemple, je ne sais pas, moi, d'une présentation à notre conseil d'administration, parce que souvent, on se dit, nos stratégies d'approche de nos donateurs, on essaie de voir ceux qui sont les plus près de nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on apprend à travailler en philanthropie. Puis, donc, vous seriez disponible si jamais… Absolument. Pour nous, c'est notre pro bono de faire ces présentations-là. Puis, il n'y a pas toujours quelque chose qui sort de concret à travers ça, mais pour nous, c'est important. Si on se dit passionné par ce qu'on fait, on le fait aussi quand on ne fait pas de sous. Puis c'est bien correct, un peu comme vous. L'important, c'est de répandre la bonne nouvelle, dire que ça existe. Puis après ça, moi, si quelqu'un va le faire avec quelqu'un d'autre, puis ça fonctionne super bien, on aura fait notre travail. C'est que oui, absolument, s'il y a des régions qui sont intéressées, des conseils d'administration qui sont un peu plus curieux que les autres, ben on se mettra disponible. Très bien, merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci à tous d'avoir été là. Bonne journée. Bonne journée. C'est bon.